Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une des rivalités industrielles et scientifiques les plus intenses de l'histoire. Une véritable bataille qui a littéralement électrifié le monde dans lequel on vit, la guerre des courants. Et pour bien commencer, une question toute simple que tout le monde s'est peut-être déjà posée, pourquoi est-ce que le courant qui sort d'une prise murale n'est pas le même que celui qui sort de la batterie d'un téléphone? Eh bien la réponse se trouve au cœur de ce conflit absolument épique entre deux géants. Alors pour bien suivre cette histoire, il faut juste comprendre une chose très simple. D'un côté, on a le courant continu, le DC. Il faut l'imaginer comme un flux d'eau bien sage dans un tuyau, toujours dans la même direction. Et de l'autre, on a le courant alternatif, l'AC, qui lui est plus agité. Il change de direction sans arrêt, un peu comme une vague qui monte et qui descend. Voilà, ce sont les deux personnages principaux de notre histoire. Et là, attention, il y a un truc assez contre-intuitif. Quand on allume la lumière, c'est instantané, n'est-ce pas? On imagine que les électrons foncent à travers le câble. En fait, pas du tout. L'énergie, elle, l'onde électrique, se propage quasiment à la vitesse de la lumière, mais les électrons, les petites particules, eux, ils bougent à peine, très lentement. C'est comme un tuyau d'arrosage déjà plein d'eau. Dès qu'on ouvre le robinet, l'eau sort de l'autre côté instantanément, mais ce n'est pas la même molécule d'eau qui a fait tout le trajet. C'est le signal qui est instantané. Allez, on remonte le temps, on est à la fin du 19e siècle, et à cette époque, dans le monde de l'électricité, il n'y a qu'un seul roi, un seul nom sur toutes les lèvres, Thomas Edison. Et tout son empire est bâti sur une seule chose, le courant continu. C'est lui qui a posé le premier standard. Il faut dire que le choix d'Edison pour le courant continu, c'était tout sauf un hasard. C'était super malin. Le DC était parfait pour ces fameuses ampoules, on pouvait le stocker dans des batteries et les générateurs étaient assez simples à gérer. Mais surtout, le coup de génie d'Edison, c'était de vendre un système complet, un écosystème fermé de A à Z, de la centrale à l'ampoule, en passant par le petit compteur chez les gens, qui bien sûr ne fonctionnait qu'avec son courant DC pour pouvoir facturer. Il avait tout verrouillé. Sauf que voilà, malgré ce quasi-monopole, cet empire si bien construit, il y avait une énorme faille, un véritable talon d'Achille technique qui allait laisser la place à un concurrent, et pas n'importe lequel. Et cette faille, la voici. Elle tient en un seul chiffre, 1,5 km. C'était la distance maximale sur laquelle le système DC d'Edison pouvait transporter l'électricité de manière efficace. Au-delà, on perdait beaucoup trop d'énergie en route. Et les conséquences de cette limite étaient catastrophiques. Pour éclairer une ville, il fallait installer une centrale électrique quasiment dans chaque quartier. Ça demandait des câbles de cuivre gigantesques qui coûtaient une fortune. Pour les zones rurales, c'était même pas la peine d'y penser. Et dans les villes, ça a créé un chaos indescriptible de fils électriques au-dessus des têtes. C'était extrêmement dangereux. Et c'est là que le jeu change, car deux nouveaux acteurs entrent en scène. D'un côté, un inventeur de génie, Nikola Tesla, de l'autre, un industriel audacieux, George Westinghouse. Et ensemble, ils vont proposer une vision complètement différente, une révolution, le courant alternatif. L'arme secrète du courant alternatif, sa botte secrète, c'est cet objet d'une simplicité géniale, le transformateur. Un appareil qui permet de faire varier la tension de l'AC, de la monter ou de la descendre très facilement. Une chose qui était quasi impossible à faire avec le courant continu d'Edison, et ça changeait absolument tout. Et vous allez voir, le principe est d'une élégance folle. On produit l'électricité à une tension normale. Ensuite, grâce à un transformateur, on l'élève à une tension extrêmement haute pour le voyage. À très haute tension, le courant est très faible et donc on perd beaucoup moins d'énergie dans les câbles, même sur des centaines de kilomètres. Et à l'arrivée, près des maisons, un autre transformateur fait l'inverse. Il abaisse la tension à un niveau sûr pour qu'on puisse l'utiliser. Le problème de la distance était tout simplement résolu. Alors là, évidemment, Edison voit tout son empire menacé, ses brevets qui risquent de ne plus rien valoir, et il ne va pas du tout rester les bras croisés. Au contraire, il va lancer une campagne de relations publiques, mais d'une violence assez rare pour discréditer le courant alternatif de son rival. Au début, ce n'était que du mépris. Il a balayé les idées de Tesla d'un revers de main, en disant en gros que c'était brillant sur le papier mais totalement irréalisable. Mais très vite, ce mépris va se transformer en une véritable stratégie de la peur. Et sa stratégie a été brutal, c'est le mot. Il a lancé une campagne de dénigrement pour faire peur aux gens. Il organisait des démonstrations publiques où il électrocutait des animaux avec du courant alternatif pour prouver que c'était le courant de la mort. Il a même poussé pour que la toute première chaise électrique fonctionne avec la technologie de son concurrent pour que le nom de Westinghouse soit associé à la peine capitale. Le point culminant de cette horreur, ça a été le film de l'électrocution de l'éléphant Topsy. Mais malgré cette campagne de la peur absolument acharnée, les faits techniques sont têtus. Et deux événements majeurs vont finalement mettre tout le monde d'accord et sceller la victoire du courant alternatif. Le premier grand coup, c'est l'exposition universelle de Chicago. Westinghouse et Tesla remportent le contrat et vont carrément illuminer tout l'événement. C'était une démonstration de force incroyable qui a prouvé à des millions de visiteurs que l'AC était fiable et sûr.
Mais le coup de grâce, la victoire finale, ça a été le contrat pour la centrale hydroélectrique des chutes du Niagara. Ce projet monstre a prouvé que l'acier pouvait transporter une puissance phénoménale sur d'énormes distances. C'était fini. La guerre était terminée et l'acier était le nouveau standard mondial. Alors voilà, l'histoire semble terminée. Bien propre. L'acier a gagné par chaos. Mais vous savez comment sont les histoires, elles réservent souvent des surprises, et celle-ci n'est pas aussi finie qu'on pourrait le croire. On est bien d'accord, Lac a triomphé, c'est le standard, fin de la discussion. C'est bien ça? Vraiment? Et si le grand perdant de l'histoire était en train de préparer, tout doucement, sa revanche? Eh bien, il suffit juste de regarder autour de nous aujourd'hui. Nos ordinateurs, nos téléphones, tous nos gadgets électroniques, les voitures électriques, les panneaux solaires sur les toits, les énormes centres de données qui font tourner Internet. Devinez quoi? Tout ça, ça fonctionne en courant continu. Le vieux courant d'Edison est partout. Alors pourquoi ce retour en force assez spectaculaire? Il y a plusieurs raisons. D'abord, pour transporter l'électricité sur de très longues distances, les nouvelles technologies rendent le DC maintenant plus efficace que l'acier. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, tout le monde numérique, le monde des puces et des transistors, est fondamentalement un monde DC. Et enfin, les deux piliers de notre transition énergétique, le solaire et les batteries, produisent et stockent naturellement de l'énergie en courant continu. Et tout ça, ça nous amène à une question finale assez fascinante. La première guerre des courants a été gagnée par l'acier, pour une raison simple, le transport de l'énergie. Mais aujourd'hui, avec la révolution numérique et celle des énergies renouvelables, le monde fonctionne de plus en plus en DC. Alors est-ce que le courant continu d'Edison est en train de prendre sa revanche? La guerre n'est peut-être pas terminée, elle entre juste dans sa deuxième manche.